Ok, alors on est presque à l'heure. J'imagine que tout le monde est arrivé. Je vois déjà 70 participants pour cette conférence qui va porter sur la professionnalisation du football européen. Alors on est au tout début de 3 jours qui vont être assez intenses, puisque on est à l'orée en fait d'une conférence qui va se tenir demain et après-demain, j'ai envie de dire sur le campus, mais à travers Zoom, autour de cette question de la professionnalisation du football, derrière en fait la logique du Big Five. Le congrès s'appelle Beyond the Big Five. Il y a des informations sur les sites internet de l'université pour ceux qui auraient de l'intérêt. Et on a souhaité en fait entamer cette réflexion avec une conférence, on va dire grand public, destinée en fait à poser un peu des jalons dans le paysage pour comprendre un petit peu un sujet qui est complètement d'actualité. On l'a vu récemment avec cette tentative avortée de créer autre chose que le football européen qu'on connaît. Mais voilà. Alors, avant de céder la parole, entre guillemets, aux spécialistes, puisque c'est bien de ça dont il va être question ce soir, je dois, entre guillemets, malheureusement excuser la présence physique de Gelson, qui, dans le courant de la fin de semaine, nous a téléphoné pour s'excuser. Il a été appelé en dernière minute par le président de la FIFA pour l'accompagner dans une mission en Afrique. Donc, à l'heure actuelle, Gelson est en Côte d'Ivoire avec Gianni Infantino pour une mission de la présidence de la FIFA. Mais on a pu avoir Gelson quand même en primeur. On a donc enregistré en fait une conférence hier matin dans les conditions du direct et on vous passera en fait l'équivalent de cette mi-temps de football avec Gelson juste après une courte présentation qui sera faite ensuite par Gianluca. Donc j'excuse d'ores et déjà Gelson pour son absence entre guillemets physique ce soir, mais il sera avec nous puisque il a répondu à nos questions et surtout, il me l'a reconfirmé ce matin encore, il va faire tout son possible pour se connecter en fait à l'issue de la conférence pour éventuellement répondre aux questions qui seraient posées, que vous vous poseriez au fur et à mesure. Vous avez une petite fonction à converser en bas dans le Zoom. Vous pouvez, en cliquant justement sur chat, converser, vous pouvez en fait effectivement ensuite poser une question en direct. On va prendre ces questions au fur et à mesure. On les posera à Gelson s'il arrive à se libérer entre deux conférences de presse en Afrique. Et le cas échéant, que ça soit avec moi, mais aussi avec, entre guillemets, les spécialistes, que ce soit Gianluca Sorrentino, Jérôme Bertou, Philippe Bonnard, on répondra, on essaiera de vous répondre dans le dernier temps de cette conférence. Et désormais, je vais donc me taire, écouter avec attention ce qui va être dit, ce qui va être raconté, ce qui va être échangé. Et je me réjouis finalement comme vous de pouvoir maintenant observer en fait ce regard sur la professionnalisation du football européen. Et je cède la parole à Gianluca Sorrentino. Bien, merci Grégory, et merci pour cette introduction. Merci à celles et ceux qui ont pris le temps de nous rejoindre ce soir pour cette conférence débat. L'actualité récente nous a bien montré à quel point le foot occupe une place prédominante, et la question du professionnalisme est absolument centrale. Comme l'a dit Grégory, que l'on pense à la question de la gestion sanitaire aux conséquences de cette révolution avortée de la Super League. Ce sont donc bien ces aspects que l'on se propose d'observer ce soir au travers de cette invitation. Le colloque portera donc sur ces fameux clubs du Big Five et ceux qui n'y appartiennent pas ou plus. Et l'intervention de notre invité nous permettra peut-être de flouter un petit peu cette frontière entre le Big Five et ces pays ou ces clubs qui n'y appartiennent pas, dans le but d'esquisser des pistes de réponse quant à ce qui définit le professionnalisme. Qu'est-ce qui fait qu'une structure est professionnelle ou elle ne l'est pas? Qu'est-ce qui fait qu'un club l'est ou ne l'est pas? Qu'est-ce qu'une ligue peut vanter dans son cadre de professionnalisme? Quels sont les indicateurs? Quels sont leurs ressentis? Et ce sont ces éléments sur lesquels Gelson a pu échanger en profitant des assists de Jérôme Bertou. La professionnalisation est donc un processus complexe qui renvoie à plusieurs définitions et c'est un concept qui fait l'objet d'études dans les domaines de la sociologie, l'histoire et du management déjà dans les années 40, avec des études qui portent sur des champs professionnels précis et spécifiques comme les professions singulières comme celles de médecins, des enseignants ou des infirmières.
Ce n'est qu'au milieu des années 80 que les pôles universitaires situés principalement dans les pays desquels proviennent aujourd'hui les clubs des Big Five, alors qu'on ne parlait pas spécifiquement de Big Five à l'époque, développent un intérêt sur cette question. Il intervient au regard de l'importance que le football commence à revêtir de manière toujours plus importante au sein de la société. Importance en relation au financement du sport, qui advient par ces élites qui en assurent la pérennité, mais également en vertu de cette volonté toujours plus croissante de promouvoir et commercialiser ce qui va gentiment mais sûrement devenir un produit. Progressivement, donc, des définitions se définissent avec un lien dans un premier temps très explicite avec la notion de rémunération. Initialement, ça touche principalement le terrain, avec la focale qui est vraiment mise sur les athlètes et sur cette professionnalisation qui concerne le jeu, l'encadrement. Et progressivement, cela migre vers d'autres aspects qui touchent l'encadrement sportif, puis structurel. On pense à l'administration, au marketing, diverses professions aussi qui se dessinent autour du sport en tant que tel. Et le déploiement de dynamiques de terrain qui touchent progressivement les clubs, les ligues et les fédérations, avec des phénomènes qui nous amènent à nous intéresser à l'internationalisation de ce sport, par exemple, ou encore à son institutionnalisation. Pour simplifier, je dirais qu'il est fait référence à des concepts de professionnalisation interne, donc inhérents à des changements générés au sein de l'organisation même, avec un afflux de professionnels, principalement des gens à plein temps qui viennent remplacer des acteurs bénévoles, ou encore à des dynamiques un peu systémiques qui mettent en évidence un processus venant de l'extérieur, une sorte de professionnalisation du métier lui-même, dans le sens où la légitimation du sport professionnel passe au travers de la reconnaissance de l'exclusivité, par exemple, de l'éthique, ou d'une formation, ou encore l'obtention de titres spécifiques. Plus simplement, pour recadrer un petit peu le débat, on vous propose ici la définition que nous a donnée récemment maître Freddy Rumeau, que nous avons rencontré dans le cadre de travaux que nous réalisons en ce moment même sur la professionnalisation de l'espace du football suisse. Ceux qui suivent de près le football suisse le connaissent certainement, puisqu'il a été jusqu'à donner son nom à une formule bien connue de la compétition du championnat. Freddy Rumeau a aussi été président de la Ligue nationale de 79 à 89. Il a été président de l'Association suisse de football et vice-président de l'UEFA. Et voilà, il nous renvoie à cette définition finalement assez simple, un processus en vertu duquel les personnes parviennent à vivre du football. Et finalement, ce constat vient de celui qu'il avait fait au moment où il était en charge de ces institutions, confronté à un cadre, différents cadres plutôt, juridiques, administratifs, sportifs ou matériels, qui était à l'époque défini amateur et qui, à la fin des années 70, faisait qu'à différents niveaux, ces cadres spécifiques ne permettaient pas de soutenir ce sport, le gérer de manière satisfaisante ou en gérer les velléités de développement. Donc, cette définition nous paraissait assez simple. Et ce soir, nous avons donc le privilège d'accueillir Gelson Fernandez. Donc, comme l'a dit Grégory tout à l'heure, on l'accueille en différé, mais la substance ne change pas. Gelson Fernandez, qui est précédé par sa réputation, celle qu'il est parvenu à se forger à force de sacrifice et abnégation dans le petit monde du football, aussi, mais surtout, je dirais, en dehors. Accueillir un tel invité, c'est avant tout la possibilité de pouvoir bénéficier d'un regard avisé et pertinent, parce que Gelson Fernandez, c'est quand même plus de 20 ans de carrière si on compte la formation qu'il a suivie au sein du FC Sion avant d'arriver en première équipe. Il a connu 6 championnats nationaux dans le Big Five et en dehors du Big Five. Il a porté le maillot de l'équipe suisse à plus de 60 reprises, donc 67 reprises. Et voilà, je suis d'autant plus à l'aise d'en faire l'éloge puisqu'il n'est pas là. Mais c'est quelqu'un qui a fait de son expérience une ouverture, et de son ouverture la force de son expérience et de son succès, car force est de constater que la carrière qu'il a réussi à construire est en tout point remarquable. Donc, pour éviter aussi le décalage qui pourrait être celui de Gelson s'il parvenait à se joindre à nous, je vous propose maintenant de l'écouter. Je passe la balle métaphoriquement à Jérôme qui va lui servir ses assists afin de partager son regard et ses expériences, en attirant votre attention sur le fait que ce témoignage est d'autant plus précieux et pertinent qu'il se dessine autour de plusieurs axes. Gelson a été confronté à la réalité du Big Five et en dehors du Big Five, puisqu'il a joué en Suisse, au Portugal et dans 4 championnats qui appartiennent au Big Five. Il a été confronté à sa réalité à différents moments, puisqu'il rentre dans le système à la fin des années 90, début des années 2000, et il était encore confronté il y a quelques années, et avec différentes occupations très impliquées dans la formation, dans le développement des jeunes, dans le développement des coachs. Il a bien sûr été footballeur.
Et enfin, on voit qu'il a cette pertinence et ce regard dans la mesure où il a été confronté à différents étages de ce processus, puisqu'on le voit, la raison qui l'amène aujourd'hui à ne pas être présent comme cela a été prévu différemment par le présent, renvoie vraiment à cette idée de contact avec les institutions et le rôle qui est le sien dans sa future carrière professionnelle. Voilà, je propose de ne pas me prolonger. Je laisse maintenant la parole à Jérôme et à Gelson et je vous souhaite une bonne conférence. Gelson Fernandez, bonjour. Bonjour. Alors, je commence directement dans le vif du sujet avec cette image qui apparaît ici, que vous allez tous pouvoir observer. Je ne suis pas sûr que ça soit besoin de recontextualiser trop les choses, mais bon, on va quand même le faire. But victorieux contre l'Espagne, championne du monde en titre en match d'ouverture de la Coupe du Monde 2010 à Durban, en Afrique du Sud. J'imagine qu'on vous a souvent parlé ou remontré ce but. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur quand vous voyez ces images aujourd'hui? Bon, déjà, ça remonte, ça nous rajeunit pas, même si je suis pas très vieux, mais c'était un bon moment. C'était un bon moment sur le continent africain. Pour moi qui y suis né, dans un tel match contre une équipe qui était dominatrice de son sujet au niveau européen et au niveau mondial, l'Espagne. Je pense que c'est une des meilleures équipes ou le meilleur collectif de tous les temps. En tout cas, pour moi, dans mon esprit. Voilà, bon, quand on voit cette image, on voit beaucoup de grands joueurs et on voit un petit Suisse qui essaye de s'arracher pour marquer de la fierté, de la nostalgie, un petit peu. Mais on m'en parle souvent, c'est vrai, quand on me croise, on croirait presque que ma carrière se résume à cela. Mais il y a presque 500 autres matchs. Mais voilà, non, de la fierté, puis des bons souvenirs. L'idée de proposer cette image, c'est évidemment pour introduire les débats, mais aussi pour évoquer la Nati, votre parcours avec l'équipe nationale, qui a d'ailleurs souvent battu de grandes équipes, et pas uniquement contre l'Espagne, et qui aussi réalisé de nombreuses très grosses performances avec ses équipes juniors. Et là, maintenant, à un mois de l'Euro, à peu près, comment est-ce que vous sentez cette équipe, et puis jusqu'où elle peut aller selon vous? C'est une belle équipe. C'est une belle équipe, une équipe nationale qui a progressé dans son jeu, une équipe nationale qui est capable de mettre beaucoup d'équipes en grande difficulté. On le voit, on l'a vu lors des dernières saisons. Ils sont capables de rivaliser vraiment avec les grands d'Europe. Une équipe qui arrive à maturité. C'est aussi normal après tout ce qui s'est passé après l'Euro, après la Coupe du Monde, pardon, 2018, qui est tout ce changement générationnel. Il faut leur laisser du temps aux joueurs, il faut leur laisser prendre leur marque et gagner en expérience. Et l'expérience vient en jouant, l'expérience vient avec les matchs, avec le vécu. Et je pense que cette équipe a un vrai coup à jouer lors de cet Euro qui arrive. Ok, on se réjouit en tout cas. Revenons un petit peu à vous, Gelson, à votre carrière. J'imagine que vous vous souvenez de ce moment qui est présenté ici sur l'image. Vous arrivez à nous le commenter quelque peu? Ça, c'est à l'issue de notre dernier match avec Francfort l'an dernier. Bon, le coach a fait une petite causerie. Il a pris la parole après le match. On était, Marco Rousse et moi, deux joueurs qui partions à la retraite. Et puis bon, là, je suis parti en sanglots. C'était pour moi très difficile de contenir l'émotion, très sincèrement, parce que beaucoup de choses remontent. C'était une journée qui était particulière, une journée qui était difficile. Quand autant d'années passent, c'est pas simple, mais voilà, c'était dur, c'était très très dur. Ouais, j'imagine aussi que c'est assez particulier vu le contexte avec un stade qui évidemment était pas rempli. Non, mais je dirais c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. En termes d'émotion, je crois que ça aurait été difficile pour moi à contenir un stade plein avec ma famille.
ça aurait été très compliqué. Ouais, effectivement, je vois bien le truc. L'image, donc elle représente effectivement votre dernier match à Francfort. L'idée aussi, puisqu'on parle de professionnalisation, et on en Ouais. parlera durant tout ce colloque, c'est l'idée d'évoquer la fin de carrière de manière générale Ouais. d'un footballeur, d'un joueur de Ouais. foot, qui est un moment, vous l'avez déjà un petit peu, vous en avez déjà un peu parlé, qui est un moment assez compliqué. C'est une période qui n'est pas si évidente à gérer. On a beaucoup d'exemples qui vont dans cette direction-là. Quel conseil, vous, en tant que vieux sage désormais, quel conseil vous donneriez à un jeune ou à un joueur encore en activité et qui sait que sa carrière va avoir une durée limitée, mais quel serait un ou les conseils que vous donneriez à un joueur aujourd'hui pour appréhender ce moment-là? Bon, se préparer pour la fin, pour le jour, ça, c'est pas possible de s'y préparer. Par contre, moi, le conseil que je lui donnerais, ou que je donnerais aux sportifs pendant leur carrière, c'est de s'investir sur leur après-carrière, de prendre du temps, déjà, dans un premier temps, pour avoir une réflexion sur ce qu'ils aimeraient faire, sur leurs attentes, mais après aussi, de ne pas penser que se préparer pour la vie d'après va mettre en péril leur performance sportive. Moi, personnellement, je n'ai jamais été aussi fort que les 6 dernières années. Et ce sont les 6 dernières années où j'ai commencé à réfléchir et à préparer les choses. Les semaines sont courtes, je peux le comprendre, avec les entraînements, avec la préparation à la compétition. Parfois, il faut aussi savoir couper, mais il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer parce qu'une carrière sportive peut durer 10, 15 ans, allez, si on a un peu de chance. Mais une vie professionnelle, elle est bien plus longue après. Quand on arrête, on a 35 ans. On a pratiquement 30 ans de vie professionnelle. C'est 3 fois plus. Et là, il faut avoir des choses qui te conviennent. Il faut retrouver cet engagement, cette passion dans un autre rôle finalement. Et s'y préparer, pour moi, te fait gagner du temps parce que la chute est dure. Quand tu as vécu autant de grandes émotions, quand tu as vécu des choses exceptionnelles, quand tu as vécu, quand tu as pu, en tant que sportif professionnel, vivre de ta passion, ce qui n'est pas facile. C'est après, en tout cas moi, comme je le vis, et pourtant je me suis préparé, c'est quelque chose, c'est une mort, une petite mort, mais la vie est belle, hein, la vie est belle après, mais il faut quand même être conscient de cela. Et comment, alors j'entends bien, et comment est-ce que comment est-ce que toi, Gelson, tu t'es préparé à cela? Tu dis que c'est quelque chose que tu as fait depuis les 6 dernières années. Comment est-ce que tu as vécu ça et comment est-ce que tu as finalement pris les devants? Déjà, avec l'UNFP en France, qui est l'Union nationale des footballeurs professionnels, ils ont des collaborations avec l'Université de Limoges notamment et de Lyon, où par thématique, tu peux faire des formations de création d'entreprise, formation en management, etc., etc., et fiscale. Et moi, j'ai décidé très vite de faire un diplôme universitaire en gestion d'organisation sportive. Donc, je l'ai fait pendant 2 ans, je l'ai obtenu, et puis ensuite, voilà, je me suis préparé tranquillement pour la suite. Il faut aussi définir ce que tu veux faire. Et ça, c'est pas facile, parce que moi, personnellement, quand je jouais, j'étais persuadé peut-être que le management, peut-être d'athlète serait quelque chose qui est fait pour moi. Et puis après, avec le temps, je me rends compte que pour mon accomplissement personnel, c'est peut-être pas forcément ça qui est fait pour moi, que tu peux prendre d'autres prérogatives qui sont plus élevées. Donc, ouais, je dirais qu'il faut déterminer où on veut aller et après se donner les moyens d'arriver, comment on veut y aller. Ok,
Ok, merci pour ces bons conseils. Revenons un petit peu à votre carrière. Donc là, c'est pas Ah, c'est vous pas moi, ça. ah mince, je me suis trompé d'image. Non, c'est voulu. Donc je pense que la fin de carrière est intéressante. Pour y arriver, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Vous avez aussi traversé enfin, j'aurais presque envie de dire différentes époques, mais différents moments du jeu où le jeu en soi, et l'image est censée refléter ce jeu. Le jeu a évolué. Ici, on a la jeune génération avec Kylian Mbappé qui va être en lice demain soir, mardi, en demi-finale de la Champions League. Le jeu a aussi beaucoup évolué. Comment est-ce qu'un joueur, finalement, réussit à s'adapter à tout ça? La question est peut-être double. Qu'est-ce qui a particulièrement évolué déjà en 20 ans? Et puis, comment est-ce que tu t'es adapté à tout ça au fil du temps, Jason? Moi, j'ai fait 17 ans de carrière. Donc, c'est ce qui est très difficile de 2003 à 2020, ça a évolué. Le football est devenu plus rapide, plus agressif, il y a plus de matchs, mais le jeu en lui-même est beaucoup plus dynamique. Moi, je me rappelle à mes débuts, même à mes débuts en équipe nationale, j'étais capable de jouer ailier parce que j'avais une certaine vivacité, une certaine vitesse dans les premiers mètres et j'étais capable, avec mes qualités physiques, de jouer sur le côté. En fin de carrière, impossible. En fin de carrière, ce sont des joueurs, comme vous le voyez là à l'image, toniques, très, très rapides. Ce sont des athlètes de très haut niveau parce que Kylian Mbappé, c'est un athlète. Il aurait pu faire un autre sport qu'il aurait pu être, peut-être pas médaillé olympique, mais disons qu'il faudrait voir sur 100 mètres sa capacité. Hein. Ça a beaucoup évolué, mais comme le jeu a évolué, l'accompagnement autour a aussi évolué. J'imagine bien que l'accompagnement a évolué. D'ailleurs, c'est super, ça me permet de faire la transition vers la prochaine image. Ici, donc, il y a un joueur que je connais personnellement pas, mais l'idée était de parler de l'encadrement. Alors là, on n'est pas tellement dans le jeu, on est dans l'encadrement de manière plus générale avec des conseillers en communication. Mais effectivement, vous l'avez dit, l'encadrement a beaucoup évolué. Je suis allé à titre pour me renseigner un petit peu là-dessus, je suis allé sur le site de l'équipe suisse masculine et pour essayer de voir un petit peu quel était leur encadrement. Et j'ai compté 21 personnes, donc 4 entraîneurs, 4 délégués aux médias, 3 responsables matériels, 2 physios, 2 médecins, un représentant équipement, un cuisinier, un chauffeur, un coordinateur sportif, un manager et un masseur. Alors évidemment qu'il y en a encore beaucoup plus au sein des clubs, peut-être, parce que les clubs côtoient les joueurs au quotidien. C'est un peu le même fonctionnement. Bon, après, tu as toute la partie marketing, finance, etc., que là, tu vois pas. Mais autour de l'effectif professionnel, c'est effectivement cela. Oui, donc en fait, bon, c'est assez impressionnant tout ce staff. Dans ces nouveaux métiers, dans cet encadrement, qu'est-ce qui vous a marqué? Quels sont peut-être les nouveaux métiers les plus techniques ou ce qui vraiment a pu changer la face du football ces dernières années? Ce qui a changé la face du football, pour moi, c'est tous les métiers qui sont relatifs à l'analyse de la performance et à la préparation de la performance. Tout ce qui est sport science, totalement changé. Récupération, préparation, dosage des entraînements, analyse des charges d'entraînement, analyse de la performance à l'entraînement, en match, statistiques. Ça, il n'y avait pas avant. Ça n'existait pas. Ça, c'est venu au fil du temps. Ça s'est un peu décliné du sport américain. Mais là-dessus, tu peux rajouter pour certains clubs, parce que l'équipe nationale, il n'y a pas besoin de traducteur, mais pour certains clubs, tu as encore le traducteur. Pour certains clubs, tu as encore la préparation mentale. Pour certains clubs, tu as le prof de yoga. Pour certains clubs, tu as le nutritionniste, en plus du cuisinier. Voilà. Donc, mais ça, c'est l'appel de l'excellence. On cherche toujours à aller toujours plus haut. Il y a toujours plus de matchs et il faut un encadrement qui est toujours plus précis.
Et en parlant d'encadrement, je passe à l'image d'après. Et là, on a un autre de ces acteurs du football. Bon, La c'est VAR. pas, voilà, c'est pas forcément une image qui va vous rappeler de très bons souvenirs. Vous vous souvenez de ce match? Tu te souviens de ce Oui, match, Jason? je me souviens très bien de ce match. Ouais. Schalke 04, demi-finale de Coupe d'Allemagne. Heureusement, on a Exactement. gagné Donc, après. 33 Derrière. secondes après ton entrée en jeu, Ouais. carton jaune. Et l'arbitre fait appel à l'AVAR, donc c'est un de ses nouveaux métiers, hein, Ouais. donc assistant video, assistant referee, AVAR, Yes, exactly. et qui finalement lui donne le bon conseil de de te mettre en carton rouge et pas un Ouais. carton jaune. Ça, évidemment, on parlait de technologie tout à l'heure. Là aussi, on est dans une évolution du métier ou du jeu. Qu'est-ce que la VAR a changé dans le foot que tu as connu un peu ces dernières années? Bon, en termes d'émotion, tu passes par tous les états d'âme sur le terrain et en tribune quand il y a la VAR. Mais je crois qu'on s'y habitue petit à petit. Après, il y a passablement d'occasions, de situations, et tu enlèves aussi des injustices, finalement, qui ont été faites par le passé. La seule chose avec la VAR, c'est la vitesse de prise de décision. Là, il faut une réelle amélioration. C'est-à-dire, il y a une action litigieuse. Les personnes qui sont à la VAR doivent donner l'information rapidement à l'arbitre pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été le cas. Tu Non. t'es retrouvé face à des situations un peu complexes liées à la VAR durant ta carrière? Non, moi, non, globalement, j'ai pas eu trop de problématiques maintenant, attendez que je réfléchisse. Mis à part celle-là, parce que Goretzka, là, qui est juste à côté de moi, lui, il a été resté au sol pendant 40 secondes hein, à se tordre, etc., etc. L'arbitre a pris peur. Et puis ensuite, il est allé voir à la VAR. Mais quand il est allé voir à la VAR, le problème aussi de la VAR, c'est qu'on n'arrive pas à détecter l'intensité du mouvement. C'est-à-dire que si moi, je vous pousse et qu'on prend un ralenti, on ne sait pas si je vous pousse fort, si je vous pousse lentement, si je t'effleure, etc. Et ça, c'est le problème de la VAR. Je ne sais pas si un jour, on arrivera à trouver cette intensité-là, mais la problématique, elle est là. Et moi, c'est cette sensibilité-là qu'on doit réussir à trouver. Ok, je passe à une nouvelle thématique qui est un monsieur que je sais pas si je sais pas si tu connais ce monsieur Jason. Non, je le connais pas. Georges Perrou. Georges Perrou donc est un ancien joueur suisse qui a joué aux Servette, bien vu, qui connaît les couleurs, voilà, et qui venait du Valais, du Valais. Donc il a joué aux Servette dans les années 70 et il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Il y a eu une affaire qui s'est créée autour de lui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son club, le Servette, a refusé de le libérer à la fin de son contrat, fin des années 60, début des années 70. C'était avant l'arrêt Bosman. Ouais. C'était bien avant l'arrêt Bosman et donc c'était un moment où même lorsque le contrat arrivait à terme, le joueur était quelque part pris au piège par son club qui devrait lier à l'organisation. Exactement, qui devait trouver un accord avec un nouveau club pour le revendre. C'est le premier qui s'est vraiment en Suisse qui s'est battu contre ça. Il est allé devant les tribunaux jusqu'au tribunal fédéral et il a fini par avoir gain de cause. Et à partir de ce moment, ces contrats à vie, quelque part, ont cessé en Suisse. Alors après, bien sûr que les contrats sont devenus plus longs, ce qui fait qu'il y a eu d'autres problèmes et les clubs ont réussi à reprendre les devants. Mais c'est quand même un homme qui a marqué, on va dire, un petit peu le paysage du foot professionnel, en tout cas. Alors c'est Georges.
Merci Georges, effectivement. Pourquoi je montre cette image? L'idée, c'est d'évoquer la question du syndicat, la question de la défense des droits des joueurs. Lui-même n'était pas forcément investi dans le premier syndicat suisse, qui était en fait une fédération, mais il a donné envie à des personnes, notamment ensuite en Suisse, Lucio Bizzini, qui s'est beaucoup battu pour les droits des joueurs, pour que les joueurs se défendent et des droits. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Est-ce que vous avez vous-même est-ce que tu as toi-même fait partie d'un syndicat de joueurs? Et puis comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que dans le vestiaire on parle de tout cela? On sait que les joueurs de foot ne sont pas forcément les plus syndiqués de manière générale. Non, ils ne sont pas les plus syndiqués parce que c'est un sport collectif avec pas simplement d'égoïsme à l'intérieur. Et puis, le problème qu'il y a, c'est que les tout grands, dans les grands championnats, ils sont pas trop touchés parce que c'est très réglementé. Les clubs ne font pas des choses folles parce qu'il y a l'aspect médiatique, etc. Donc, il y a une certaine forme de respect. Mais le syndicat, il ne sert pas qu'aux grands. Le syndicat, il sert aussi aux petits. Et ce manque de solidarité à tous les étages, il est là le problème. Personnellement, j'ai toujours été dans les syndicats, inscrit, j'ai payé ma cotisation, etc. Pas de problème, parce que voilà, ils nous ont bien expliqué, ou ils peuvent bien t'expliquer ce qu'un syndicat peut faire et comment le syndicat va lutter contre certaines réformes, comment le syndicat va lutter avec la Ligue, avec les personnages politiques pour pouvoir défendre les intérêts des joueurs. Mais je pense qu'en tout cas, au plus haut niveau, on pense que c'est dû et on pense que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Il y a des gens, donc, comme Georges Peroux, qui se sont battus parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Et il y a aussi des pays, des clubs dans certains pays qui n'ont pas toujours payé leurs joueurs, qui ont des retards, qui n'ont pas toujours cette forme de respect, qui ont résilié des contrats de façon abusive. Et donc voilà, la solidarité doit être remise au premier plan, je pense, mais il faut sensibiliser les joueurs. Et les joueurs, il faut les sensibiliser dès le plus jeune âge, parce que sinon, ils arrivent à 24, 25 ans. Voilà, moi, il y a des exemples de joueurs qui jouent en Suisse, qui jouent dans un autre championnat après européen, mais ils ne savent pas, maintenant, je dois m'inscrire au syndicat. En Suisse, ils ne savaient même pas. Pour vous expliquer. Ouais, et donc, généralement, dans les vestiaires que tu as fréquentés, est-ce que je ne sais pas, moi, c'est quelque chose, c'est une discussion qui revient, c'est quelque chose qui. Est-ce qu'on parle de syndicats ou pas trop? Non, bon, je n'ai pas été dans des vestiaires précaires, hein, ça, il faut le savoir. J'ai été dans des vestiaires où les choses tournaient bien pour les clubs et pour les joueurs. Donc, quand tu es au sommet de l'affiche, ou pratiquement au sommet, les mecs, ils ont plus de distance par rapport à ça. Ils ne sont pas concernés, ou ils ne se sentent pas concernés, très peu en tous les cas. Et ouais, c'est dommage. C'est dommage. Et un jour, peut-être qu'ils se rendent compte que finalement, là, on aurait pu apporter quelque chose, ou là, on aurait pu être plus solidaire. Mais pour être honnête, très, très, très sincère avec vous et avec vous tous, on en parle très, très, très peu. Ok, ouais, je pense que c'est effectivement une thématique assez intéressante. En Suisse, il existe aussi un syndicat des joueurs, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il est toujours beaucoup sur le devant de la scène. Donc, c'est vrai que c'est une question. Il y a certains pays où tu as parlé de j'ai joué en Suisse, mais moi, je n'ai jamais eu une visite du syndicat des joueurs suisses. C'était peut-être à l'époque, j'espère que ça a changé maintenant. Peut-être aussi c'est pour les joueurs qui sont en fin de contrat, qui sont plus en difficulté, ou peut-être des joueurs qui ont des problèmes juridiques. Je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent, mais en tout cas, quand j'ai joué en Suisse, une chose est sûre, je n'ai pas eu de visite au sein du F-Session d'un porte-parole du syndicat pour en parler. Ouais, donc on lance un appel aux joueurs du championnat suisse qui ont envie de s'engager un peu, comme tu l'as bien dit aussi, pour la solidarité, parce que finalement le footballeur est un travailleur comme un autre, il a des droits et il a le droit aussi d'être protégé et d'être soutenu par des organisations qui font leur travail correctement. Je passe à une autre thématique chaude que tu as pu
évoqué en long et en large sur les plateaux de la RTS il y a très peu, quelques jours de cela. Avec un de vos collègues, notamment. C'est ça, avec Emmanuel Bale, professeur en management du sport à l'ISUL, et puis avec aussi l'illustre Christian Constantin, évidemment. On est obligé d'en parler. On parle de professionnalisation. Là, quelque part, on se dit, tiens, avec ce projet, est-ce qu'on n'avait pas finalement touché un peu la quintessence de la professionnalisation du football avec cette idée-là? Je ne sais pas, hein, c'est un peu provocateur, évidemment. Comment est-ce que vous avez vécu un peu ces quelques jours complètement fous déjà la semaine passée? Comment est-ce que tu as vécu Dingue. Je pense qu'il y a eu les 48 premières heures étaient incroyables. Le flux d'informations, absolument fou. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces clubs-là, c'est une façon de se protéger. Quand tu vois que Arsenal risque de ne pas aller en Ligue des Champions, quand tu vois que Tottenham risque de ne pas aller en Ligue des Champions, des clubs, la Juventus, doit se battre pour aller en Ligue des Champions cette année. Les clubs ont pris un tel train de vie aujourd'hui qu'ils sont pratiquement obligés d'avoir des ressources de ce niveau-là ou des ressources assurées. Tout simplement parce qu'ils signent des contrats de longue durée qu'il faut assumer et ils ont une machine véritablement à faire avancer. Donc, la grande, c'est de la crainte, c'est de l'égoïsme par rapport au football. Et ils ont oublié une chose, que le cœur même de notre sport, ce sont les supporters, ce sont les fans, et qu'il faut avoir cette identité régionale quand même, hein, que tu sois président ou propriétaire d'un club et que tu habites à l'autre bout du monde, c'est une chose, mais il faut savoir que le bassin, la base de ton club, même si après, il y a toute cette internationalisation qui arrive avec l'Asie, avec partout dans le monde, avec les États-Unis, avec l'Afrique, partout, l'Océanie. Mais Liverpool reste Liverpool. Tu ne pourras pas changer de nom et tu ne pourras pas changer d'identité. Est-ce que il y a quelque chose que moi je trouverais intéressant de savoir aussi en profitant que tu sois là. Comment est-ce que les joueurs que tu as côtoyés et puis peut-être avec qui tu es encore en contact aujourd'hui ont vécu un peu tout ça? Qu'en pensent les joueurs? Alors, j'imagine que les avis divergent évidemment, mais comment qu'est-ce qu'ils en pensent, les joueurs de tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement aurait pu être une forme de sécurité pour eux, ou est-ce qu'il y a un avis négatif généralisé? C'est une forme de sécurité que pour très peu de joueurs, hein, parce qu'il y avait que 10 clubs, 10, 15 clubs. Donc le reste, il y en a des footballeurs en première division européenne, le Big Five notamment, qui ne sont pas concernés par cette réforme. Mais les questions qui me revenaient très souvent, c'est: tu crois qu'ils vont vraiment faire ça? Et voilà, les joueurs sont quelque part passifs. Mais quand on revient avant au syndicat, les joueurs, je pense qu'ils doutent de leur force. Alors évidemment, ils ne veulent pas aller contre leur patron ou leur employeur, etc., ceux qui payent leur salaire chaque mois, mais les joueurs ont une force beaucoup plus forte que ce qu'ils pensent. D'ailleurs, Liverpool Football Club l'a démontré par l'intermédiaire de Henderson, leur capitaine, et puis avec Jürgen Klopp, bon, des gens qui ont des valeurs qui sont profondes et qui ont mis à genoux finalement leur propriétaire. Ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant. Hein, là, on en revient un petit peu à la défense des joueurs et puis au fait que finalement, c'est quand même eux qui font le jeu, c'est eux qu'on a envie de voir. Ce sont les principaux acteurs. Et ce qui est assez étonnant, j'ai trouvé aussi dans cet épisode, c'est que tant les joueurs que les entraîneurs sont un peu tombés des nues à cette annonce. Donc, y compris les joueurs des clubs concernés. Je crois qu'il n'y a aucun de ces clubs qui avait véritablement pris le pouls ou communiqué au sein des équipes, non? Non, ils n'ont pas communiqué. Et ce qui est dingue, c'est que tu prépares le projet pendant des années et qu'en 48 heures, il bâclait. Ou en tout cas, mis en sourdine. Et puis, il y aura bien des discussions qui auront lieu avec l'UEFA. Mais
Ouais, Oui, je t'écoute. on a bien, non, peut-être aussi, on a bien pensé, enfin, on a aussi parfois pensé que c'était une manœuvre, une forme de négociation, Pression. d'entrée dans la négociation pour essayer d'obtenir plus de droits. Parce que quelque part, cette idée de créer une ligue fermée, elle n'est pas nouvelle. On se pose quand même un petit peu la question de cet écart qui se crée. C'est d'ailleurs, là je fais un petit clin d'œil au colloque qui va commencer mercredi matin, Beyond the Big Five. Hein. Comment est-ce qu'on pourrait aussi contribuer à ne pas créer un écart trop grand entre ces ligues, ces 5 ligues et le reste de l'Europe. Là, je pose une question qui est évidemment compliquée, mais toi qui as connu, qui a joué dans ces grands championnats, Bah, on a un grand problème. qu'est-ce que tu en penses? On a un grand problème. On a ceux des Big Five. Ce sont pratiquement les plus grands pays de football d'Europe. Donc, même si on ne veut pas créer l'écart, par exemple, avec la Suisse, on n'a pas le même attrait, on n'a pas la même passion pour le football en Suisse qu'en Allemagne, par exemple, qui est un pays voisin. Ça, c'est un fait. Donc, si tu as moins de gens qui jouent au foot, si tu as moins de passion pour le foot, c'est difficile. On a des Big Five. OK, c'est pareil. Il y a des pays qui sont devant d'autres. C'est comme ça, parce qu'il y a des pays dits de hockey. Cette passion-là, tu peux pas la changer. Ça, c'est certain. Non, la passion, tu ne peux pas la changer, mais il y a aussi des sommes pharaoniques de droits TV qui, justement, en fonction des championnats et de la manière avec laquelle les championnats sont organisés, qui sont redistribués beaucoup plus vers les mêmes équipes et qui peut, avec le temps, créer ces inégalités. C'est aussi les équipes qui sont le plus regardées. Ça serait illogique de donner 50 millions de droits TV au championnat suisse si personne ne regarde. Économiquement, c'est pas viable. Non, effectivement, après, c'est vrai que c'est un modèle qui est totalement différent du modèle un peu plus nord-américain, qui a tendance peut-être à redistribuer un peu plus les cartes, alors qui fonctionne sur un mode beaucoup plus privé, mais où il y a une redistribution des gains de manière assez égalitaire, de sorte de conserver une forme de suspense aussi durant les championnats. Tout à fait. Là-dessus, ça c'est vrai que le système nord-américain équilibre les valeurs des effectifs. Le budget est aussi contrôlé et si tu le dépasses, tu as les pénalités qui te sont mises, des amendes qui sont redistribuées aux autres. Mais le système nord-américain est dans 2 pays avec moins d'équipes et c'est plus facile à contrôler. En Europe, déjà, et c'est un championnat la plupart du temps, donc c'est le championnat nord-américain. Ce qui est très difficile en Europe, une des grandes difficultés, c'est aussi les lois ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Donc, les règles ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Il faudrait une union européenne et puis que ça soit peut-être de façon, comment dire, homogène et que tout le monde aille dans la même direction. Mais pour ça, il faut que tout le monde se mette à la table. Et bon, est-ce que tout le monde se met à la table rien que pour le football? C'est très difficile déjà qu'ils ne se mettent pas à table pour des données beaucoup plus complexes et vitales que le football en lui-même. Oui, tout à fait. Et donc, un des éléments qui a été amené par les dirigeants, et tu en as parlé un petit peu au début, c'est le manque de liquidité lié à la crise et puis la peur de tout d'un coup ne pas pouvoir participer à la Champions League et d'avoir ces revenus et aussi de finalement pas pouvoir payer certains salaires qui sont devenus extrêmement élevés. Mais peut-être qu'une partie du problème ou de la solution pourrait aussi venir de là. Est-ce que on pourrait arriver à un moment donné à plafonner les salaires? Alors, je ne sais pas ce que tu penses de l'idée, puisque est-ce que les joueurs seraient prêts à ça? Est-ce qu'ils seraient prêts à réduire une partie de leur salaire pour pouvoir conserver un mode de fonctionnement plus démocratique, plus égalitaire? Le problème qu'ils ont, c'est la course. C'est la course à toujours avoir les meilleurs joueurs. Le Real Madrid pleure, pas de problème. Est-ce que le Real Madrid veut faire signer Haaland pour l'été prochain?
Est-ce que c'est une nécessité de le faire signer cet été ou pas? Donc, le Real Madrid pleure qu'ils n'ont pas assez de revenus. S'ils ont des revenus supplémentaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher Haaland à plus de 100 millions. La réalité, elle est là. Au lieu de le former, lui, chez eux, le Haaland, ça peut aussi être une solution. Ce qu'ils ont, les clubs, fondamentalement, ils oublient que leurs grands joueurs ont été formés en dehors du Big Five, souvent. Ce qui peut arriver, ou dans des clubs qui, eux, ne faisaient pas la Ligue des Champions. Des clubs qui ont bien travaillé, qui sont bien structurés. Et la grande problématique aujourd'hui, elle est là, c'est qu'il y a une remise en question qui doit être faite par tous les acteurs. Mais les joueurs, il faut leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période du Covid. Quelles sont les pertes de revenus qu'on a? Quelles sont les différences d'exploitation que les clubs ont? Pourquoi? Il faut leur montrer aux joueurs. J'étais un vice-capitaine de l'Eintracht de Francfort. Dès le départ, le comité me convoque et puis nous dit, écoutez, il faut que vous baissiez les salaires. Je dis non, on va baisser les salaires. On peut le baisser, mais il faut nous expliquer. Parce que nous, si on baisse les salaires et que derrière, vous allez acheter des joueurs, nous, on n'est pas d'accord avec ce mode de fonctionnement-là. Si on baisse nos salaires, pas de problème, mais vous n'allez pas aller dépenser 10 millions pour aller acheter des joueurs. C'est inconcevable. Si vous nous donnez cette garantie-là, on est solidaire. Mais il faut être solidaire parce que le joueur, il est non plus pas bête. Il ne va pas donner de sa poche pour qu'on aille donner à quelqu'un d'autre. Ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. Un plafond salarial pourrait être envisageable. Après, il y a des choses à faire dans les nouveaux contrats. Il faut mettre maintenant des clauses de pandémie, des clauses peut-être si le championnat venait à s'arrêter contre le plein gré des clubs. Il faut que les clubs, que les fédérations se mettent ensemble pour trouver des solutions qui peuvent épargner les clubs quand il y a des catastrophes comme celles qui viennent d'arriver. Parce que le chômage partiel, c'est dur, hein? Même pour un joueur de foot? Je ne crois pas que tu puisses le mettre au chômage partiel comme ça. J'ai trouvé super intéressant la discussion autour que tu as pu avoir avec le comité directeur de l'Eintracht. Qu'est-ce qui a abouti de tout ça? Est-ce qu'ils ont été ils sont venus, ils ont expliqué. Ils ont été top. Ils ont été top, ils sont venus, ils ont expliqué, noir sur blanc, comment, pourquoi, combien ils perdent. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière? Chacun fait une baisse de salaire. Les joueurs ont du coup joué le jeu. Les joueurs, exactement. Oui, parce que c'est quelque chose qui n'a pas forcément toujours été le cas. On a quelques exemples en Suisse ou dans un club que tu connais bien, où les joueurs n'ont pas forcément été toujours d'accord avec ça. La clé, c'est vraiment la communication, c'est vraiment la transparence entre les dirigeants et leur équipe. Entre les dirigeants et entre leur équipe, c'est ça, la transparence dans la communication, la transparence dans les informations. Un club, c'est une famille, il y a une ADN, il y a des valeurs et c'est important. C'est comme si tu dis, on te coupe tout, mais voilà, nous, on continue notre train de vie. Ce n'est pas possible. Ok, on a beaucoup parlé de cette thématique-là. Je pense qu'on pourrait en rester sur un bon moment, mais il y a aussi une autre thématique qui me semble te tient particulièrement à cœur. Et là, j'ai voulu l'illustrer par ce tweet que tu avais fait il y a de ça maintenant 2-3 années. Je ne sais pas si tu veux peut-être le commenter toi-même. Non, Blaise qui est un ami, mais même si ça n'avait pas été un ami, je l'aurais défendu, avait été victime de cris chants racistes à Cagliari, des choses qui ne peuvent plus arriver aujourd'hui. Et ça passe par des sanctions qui sont sévères, mais des sanctions qui sont sévères, pas que pour les gens qui ont commis ce genre de bêtises. C'est plus que des bêtises, hein. C'est terrible, mais aussi pour les clubs qui, eux, sont responsables de qui rentre dans leur enceinte. Et puis, il faut donner des exemples, parce que sans exemple, si c'est simplement on arrête le match et on perd par forfait, il va y avoir des abus qui seront
voilà, tu vas aller dans des clubs, s'ils sont en train de perdre, voilà, ils vont peut-être tourner les choses dans une direction qui n'est pas la bonne. Et ça, pour arrêter le match. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Mais je pense que des sanctions doivent être beaucoup, beaucoup plus fermes. Il faut toucher le porte-monnaie. Actuellement, alors, il y a beaucoup de campagnes. Hein. L'UEFA, la FIFA se lance régulièrement dans des campagnes. On a encore une qui est sortie récemment, un boycott des réseaux sociaux. Ce n'était pas forcément lié au racisme, mais dans un but de s'opposer à toute forme de discrimination via les réseaux sociaux. L'UEFA a aussi joué le jeu. Ça suffit pas. Ces grandes campagnes-là, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que les campagnes peuvent donner une certaine forme d'éducation, de sensibilisation. Par contre, il faut empêcher les gens de le faire. Et pour empêcher les gens de le faire, il faut être intraitable. Tu as parlé du cas de Blaise. On pourrait en citer évidemment des dizaines et des dizaines de joueurs qui ont été victimes de discrimination, de racisme. Est-ce que ça, c'est quelque chose, si tu prends un peu de recul sur tes 17 années de professionnalisme, comment est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'on a l'impression des fois qu'on vit un peu une sale période, mais est-ce que toi, tu as plutôt trouvé que c'était une constante ou est-ce qu'il y a une évolution dans les formes de discrimination qu'on peut voir dans les stades? Non, mais maintenant, elles sont au moins médiatisées et elles sont vues. Pendant des années, elles étaient. Maintenant, si ça arrive, je ne sais pas moi, si ça arrive à Cagliari, dans les 30 secondes qui suivent, c'est partout dans le monde. Avant, ce n'était pas comme ça. Il y a 15 ans, ça arrive à Cagliari. Tu as un article dans la Gazzetta ou dans un magazine. È successo quello. Ça, c'est arrivé. Ça peut être Cagliari, ça peut être Berlin, ça peut être n'importe où. Hein. Ça peut être Zurich, ça peut être n'importe où. On dit c'est arrivé et voilà. On passe à autre chose. Aujourd'hui, c'est très médiatisé. C'est très médiatisé et on le met en avant, on le défend. Mais il faut encore hausser le niveau de sanction. Et comment est-ce que cette thématique du racisme, des discriminations se discute dans les vestiaires? Est-ce que c'est quelque chose qui touche les joueurs? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement est vu comme quelque chose qui ne doit pas être pris en compte, on doit se focaliser sur son match? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est fort et qui est une thématique dont on parle? Non, on en parle et on sait que c'est pas possible. Il y a une grande solidarité entre les joueurs pour cela. Parce qu'ils le sentent, hein, il y a la mondialisation, on ne peut rien contre ça. Il y a beaucoup de mixité, en tout cas en Europe, parce que moi j'ai joué en Europe. Donc voilà, les joueurs, ça le sentent. Ils ont tous des potes qui sont blacks, qui sont d'autres origines. Certains sont mariés ou côtoient des gens d'une autre nationalité, d'une autre culture, d'une autre couleur de peau. Donc ça vient. Je pense que sincèrement que c'est en évolution par rapport à cela. Et dans le vestiaire, il y a une grande solidarité par rapport à cela aussi. Toi, il y a souvent eu des discussions par rapport à la nécessité d'arrêter un match ou pas lorsqu'il y avait des événements racistes dans les tribunes. Quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que les joueurs devraient, ou l'arbitre, ou qui devrait prendre cette décision? Et est-ce que c'est une bonne décision? Oui, c'est une bonne décision, mais ils le font. Hein. Ça se fait de plus en plus quand même. Ouais, ils le font. Ils prennent leur courage à deux mains, puis ils le font. Maintenant, ils n'acceptent plus et ça, c'est déjà une bonne chose. On évolue là-dessus. Mais je reviens aux sanctions. On s'en souviendra en tout cas du conseil de Gelson, on n'en fait certainement pas plus. Nécessité de donner des sanctions beaucoup plus sévères par rapport à ça. On va finir, on arrive au bout de notre entretien, on arrive au bout des 45 minutes, donc on a fait ça sous la forme d'une mi-temps. Et oui, on va arriver avec une touche, on va dire, plus optimiste, puisqu'on parle beaucoup de football féminin en ce moment, on parle beaucoup du développement du foot féminin. L'UEFA a lancé il y a peu sa première stratégie de développement du foot féminin. Ici, on a une image de victoire de l'équipe nationale néerlandaise lors de l'Euro en 2017. Donc, le foot féminin en plein boom. Quelle a été la place du foot féminin dans les clubs
que tu as fréquentés. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi, de l'intérieur? Certains n'avaient pas encore de structure de football féminin, ça il faut le savoir. Mais il y a un grand potentiel. Et ces jeunes filles, ces jeunes dames, quand tu vois leur sourire, les émotions qu'elles peuvent partager, représentent aussi le sport de demain. Et c'est beau. Je pense qu'il y a un immense potentiel. Partout dans le monde, il y a parfois encore des difficultés avec les cultures, avec les religions, mais le football féminin, j'espère qu'un jour, il y aura des niveaux de revenus à la hauteur du football masculin et c'est peut-être ce même enthousiasme. Il faut encore travailler au niveau technique avec les filles pour atteindre un degré de technique qui soit à la hauteur, et puis de vitesse d'exécution qui soit à la hauteur du foot masculin, mais il y a de la grande qualité et il y a beaucoup de potentiel. On va parler beaucoup durant ce colloque qui va suivre dans les 2 prochains jours, mercredi et jeudi de foot féminin. Il y aura notamment plusieurs chercheurs qui évoqueront cela le mercredi, puis une table ronde avec des personnes de membres de fédérations qui vont parler un peu de leur propre stratégie. Moi, je voulais juste peut-être encore poser la question sur les liens entre équipes féminines, masculines. À l'Eintracht, vous aviez une équipe féminine. Est-ce que les joueurs se côtoient? Est-ce qu'il y a des échanges? Ou c'est 2 mondes séparés? Non, c'était 2 mondes séparés. Après, ils ont fait une fusion avec un autre club de la région. Et là, ça se passe plutôt bien. C'est vraiment un objectif du club de développer le côté du football féminin. Mais disons qu'il faut leur donner les mêmes infrastructures aussi. Parce que souvent, ce n'est pas le cas. Et le même staff pour augmenter la progression. Après, il faut aussi former des gens qui sont capables de travailler avec elles, d'avoir cette sensibilité de développement. Et puis après, il y a tout pour bien faire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de discipline, il y a du talent. Voilà, je pense qu'il y a des clubs qui ont bien démontré cette façon de travailler et qui marche bien. Merci, Gelson. C'était sur le foot féminin. On aura l'occasion, comme j'ai dit, d'en reparler un peu ces prochains jours lors du colloque. On arrive gentiment à la fin. Est-ce qu'il y a une thématique, quelque chose qui, selon toi, nécessiterait encore d'être traité, ou un petit clin d'œil que tu souhaiterais faire pour clôturer cet entretien? Le petit clin d'œil, c'est qu'il y a eu une professionnalisation du football les dernières années. Et je pense que parfois, on a pris le football un petit peu en étant… Nous, les gens du football, on a été peut-être un petit peu arrogants par rapport à l'extérieur. On a un peu été dans une bulle protégée. On ne se rendait pas compte de certaines choses. Mais maintenant que je suis un peu en dehors, je vois tous les métiers qui sont à côté. Je vois toutes ces organisations qui sont faites pour le football, pour d'autres sports, ou tout simplement certaines réalités de la vie que nous, à l'intérieur, on ne se rend pas compte. Quand je dis à des amis que j'ai jamais travaillé, c'est vrai, jamais travaillé, vraiment. Parce que dans l'exigence, c'est exigeant, mais je pense qu'il faut rendre hommage et chapeau à l'ensemble de la population qui est en dehors du foot pour tout ce qu'elle fait au quotidien. Et ce n'est pas les mêmes revenus, pas oublier. Jamais oublier, donc les footballeurs doivent se remettre un petit peu les pieds sur terre. Et puis quand un stade est rempli, tu as des obligations. Et la première obligation, c'est de tout donner, parce qu'il y a des gens qui ont trimé pour pouvoir payer le billet, et indirectement, ce billet-là, il t'apporte le pain sur la table tous les soirs. Merci beaucoup, Jason, pour ces paroles pleines d'humilité. Si grand joueur avec autant d'humilité, c'est toujours plaisant à entendre. On te souhaite tout le meilleur, à commencer par les prochains jours qui vont certainement être passionnants en Afrique,
auprès du président de la FIFA en mission avec le président. Donc, tout de bon. Et puis, on se réjouit de te voir très prochainement, j'imagine, sur les écrans pour commenter les prochains matchs de Champions League, évidemment, peut-être aussi de l'Euro. Donc, merci pour ce regard sur la professionnalisation. Et puis, merci à vous. À très bientôt. À très vite. Merci à tous. Bon courage dans vos activités et soyez prudents. Bye bye. Voilà, on est donc arrivé au terme de cette conférence avec Gelson. Alors, pour démarrer, en fait, avec une mauvaise nouvelle, on a effectivement, on l'a eu au téléphone entre-temps, donc il est, ce à quoi on s'attendait, il est malheureusement coincé dans un embouteillage qui ne surprendra personne. Mais on l'a eu au téléphone. Et devant aussi, entre guillemets, j'allais dire à la fois la quantité, mais plutôt même la qualité des questions que vous avez posées, on a convenu avec lui en fait qu'on allait refaire un Zoom dès qu'il va rentrer en Suisse, et on prendra toutes vos questions, en fait toutes les questions que vous avez posées, et on lui soumettra pour en fait réenregistrer, alors peut-être quelque chose d'un petit peu plus court, d'un peu plus dynamique peut-être, et on vous transmettra en fait ces réponses-là. C'est pas des réponses en fait qui seront faites dans les conditions du direct. Alors de toute façon, Zoom a tendance à nous faire perdre en fait un peu le goût du direct. Donc quoi qu'il arrive, voilà. Mais j'aimerais encore faire en fait 2 points, parce que en lisant toutes vos questions, en fait, j'ai envie de répondre de 2 manières sans répondre aux questions, parce que voilà, je et les autres organisateurs, on n'est pas Gelson, donc on va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On va pas vous faire croire qu'on est des anciens footballeurs et qu'on a des expériences vécues ces 20 dernières années à vous raconter. Donc on laissera répondre à ces questions-là. Mais j'aimerais, moi, apporter 2 éléments. En fait, alors commencer par en fait remercier l'ensemble des équipes qui ont permis en fait de mettre sur pied cette conférence, qui a manifestement suscité un intérêt très grand. On l'a vu avec le nombre de personnes qui se sont inscrites. C'est vraiment, ça prouve en fait qu'il y a un intérêt. Alors, d'un premier point, remercier Olivier, Kevin, Jérôme, Philippe, Gianluca pour leur participation. Remercier aussi Gelson pour son incroyable gentillesse et disponibilité malgré les circonstances. Mais voilà, mais je pense que finalement, la chose que l'on apprend en fait de cette conférence, c'est qu'en fait, moi j'ai envie de vous donner rendez-vous bientôt avec Gelson peut-être. Alors avec Gelson en vidéo, ça c'est promis, on vous enverra à toutes et à tous un lien, puisque la conférence sera mise en fait de toute façon à disposition du grand public sur le site de l'université, de la faculté. Mais j'ai envie de prendre avec vous, j'ai envie de prendre date et de vous donner rendez-vous en fait après l'euro. On va vivre maintenant ensemble cet euro Covid européen ces prochains mois. Mais je prends date avec vous et on se donne rendez-vous à la rentrée. Puis voilà, ça m'a donné des idées, ça m'a stimulé. Alors, je vois certains commentaires qui nous demandent si on ne pouvait pas donner nos avis de chercheurs. Alors, j'aurais envie de vous répondre, mais en même temps, j'ai envie de vous répondre qu'en tant que chercheur, on est lent à la réponse. On n'a pas envie de répondre rapidement, on a envie de prendre le temps de répondre, entre guillemets, justement. Et la réponse qu'on va apporter, je pense que vu l'intérêt suscité par la conférence, ça sera d'organiser quelque chose peut-être d'un petit peu plus systématique, d'un peu plus pensé. Pourquoi pas une saison, entre guillemets, de conférences sur la saison prochaine, avec, on l'espère, le retour du public dans les stades et surtout, en fait, du public en vrai dans ces conférences, pour que, au-delà des questions et de l'interaction, on puisse, entre guillemets, partager aussi un jus d'orange, voire un verre de blanc à la fin, et discuter de football, de ce football qui nous passionne. Sur ces paroles, je vous remercie toutes et tous, et puis je vous souhaite une bonne soirée, mais très sincèrement, vous recevrez par mail de toute façon un lien pour la conférence et un lien pour les réponses de Gelson. Il s'y est engagé au téléphone avec nous pendant l'enregistrement qu'on vous a diffusé. Il est un homme de parole et on vous transmettra ça donc au plus vite dès qu'il sera rentré d'Afrique. Merci à vous, bonne soirée.